Qui c'est qui manquait? Jean-Christophe. Romain. Oui. À l'appel, donc Madame Keane, Madame Chaudet, Monsieur Stoder. Présent. Madame Gultequin, excusée de ne pouvoir à Monsieur le maire. Monsieur Hennequin-Virgile. Madame Ribaille-Cécile. Monsieur Huard Gérald. Monsieur Blanchot-Bastien. Madame Martin-Michel. Monsieur Pouzin Jean-Michel. Madame Prélo-Frédéric. Monsieur Vandalen-Laurent, excusé de ne pouvoir. Madame Chaudet. Madame Caterino. Madame Caterino. Présente, oui. Monsieur Serge Rémy, excusé de ne pouvoir. Madame Caterino. Madame Bardet-Alice. Monsieur Bernier-Romain. Madame Boisarlia, excusée de ne pouvoir. Monsieur le maire. Monsieur Bernier, pardon. Madame Pereira-Frajman Sonia, de ne pouvoir. Monsieur Pouzin. Monsieur Laville Rémy, excusé de ne pouvoir. Madame Martin. Madame Marteau Elona, de ne pouvoir. Madame Thiedrez. Monsieur José Geoffrey, de ne pouvoir. Monsieur Blanchot. Madame Fernandez Sophie, de ne pouvoir. Madame Bribaille. Monsieur Moser Alain. Madame Iglesias Catherine. Monsieur Lex Jean-François, excusé de ne pouvoir. Madame Iglesias. Madame Belle Frédéric. Madame Maud Omis. Ah oui, elle s'est excusée. Madame Thiedrez Valérie. Madame Zeltz Anne-Marie, excusée de ne pouvoir. Monsieur Menra. Monsieur Dulste Karl. Monsieur Menra Thierry. Et Monsieur Croquet Nicolas, excusé. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de procéder à la désignation d'un ou d'une secrétaire de séance, en l'occurrence une secrétaire de séance. Donc Madame Bardet, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Alice, tu peux venir. Alors juste en préambule du conseil municipal, un élément d'information. Donc lundi prochain, donc 23 décembre à 12h, en fait, il y aura une minute de recueillement en hommage aux décédés du cyclone Chido à Mayotte. Voilà. Donc si vous souhaitez vous joindre à nous, donc ce sera lundi à midi par vie de la mairie. Et puis on est en train de regarder ce qu'on pourra faire à destination des personnes qui ont été impactées par le cyclone. Donc ça, on pourra en rediscuter sur la séance de rentrée. Et puis, on a aussi un rapport une actualisation du rapport concernant l'ADEME qui vous a été remis sur table. Non ? Qui va arriver, pardon. Qui arrive ? Ensuite, alors, le point numéro 1, donc c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2024. Tout le monde avait pu en prendre connaissance. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc le point numéro 2, donc, c'est l'approbation du procès verbal de la séance du conseil municipal du 6 décembre 2024. Tout le monde a pu en prendre connaissance. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc rapport suivant, rapport numéro 3, avec le compte-rendu des décisions prises sur le fondement de la délégation permanente. Donc il y avait donc notamment la question de la délégation qui prévoit notamment la conclusion et la révision du louage des choses pour une durée n'excédant pas 12 ans, et puis tout ce qui est la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et des accords cadres passés en procédure adaptée. Et donc vous avez le tableau qui est en annexe. Et ensuite, rapport numéro 4, c'est toujours moi. Donc ensuite, nous avons
la révision du plan local d'urbanisme avec la délibération qui arrête le projet de révision du PLU et qui tire le bilan de la concertation. Alors, pour rappel, lors de la démarche de révision du plan local d'urbanisme de Sainte-Savine, une concertation a été mise en place pour associer la population et les parties prenantes avec différents moyens d'information qui comprenaient l'affichage en mairie, la publication sur le site web et les réseaux sociaux de la commune, la mise à disposition de documents en mairie, l'organisation de réunions spécifiques et d'ateliers du labo citoyen, et puis l'exposition publique dans le hall de la mairie. Sur la participation citoyenne, il y a eu un cahier de concertation qui a été proposé, aucun courrier n'a été reçu. Ensuite, sur les réunions publiques, 2 réunions publiques ont eu lieu, le 12 juin 2024. Les principaux objectifs, objectifs de la révision avaient été présentés, notamment la préservation du cadre de vie, la mobilité, le renouvellement urbain. Les échanges ont porté notamment sur les mobilités et l'intégration d'aménagements cyclables. Et puis le 17 septembre 2024, une réunion en présentiel avec une diffusion en live avait été proposée. 15 participants en présentiel, et puis on a pu décompter 96 participants, en tout cas de personnes qui ont suivi en temps réel la présentation. C'était plutôt intéressant et assez interactif, et ça a permis finalement à certaines personnes qui ne sont pas rendues physiquement sur le lieu de la réunion de pouvoir assister et de pouvoir aussi poser des questions, puisqu'on avait permis de poser des questions lors de cette diffusion. Et les objectifs et le projet communal à l'horizon 2035 ont été rappelés, et puis aucun commentaire majeur n'avait été formulé dans cette réunion. Des réunions techniques. 2 réunions de concertation avec les services de l'État et les personnes publiques associées, les PPA, sont tenues le 16 novembre 2023, avec la présentation notamment des enjeux territoriaux, avec notamment la question du PADD, et puis une autre réunion le 15 novembre 2024 avec la présentation des éléments réglementaires du PLU. Synthèse des résultats. La participation citoyenne a été limitée malgré les efforts de communication. Les réunions ont permis de présenter les enjeux territoriaux, les objectifs du PLU. Je me suis emmêlé les pinceaux, je regardais le silo. Et permis de recueillir quelques remarques constructives, notamment sur la question des mobilités, qui est un point fort et en tout cas un point d'intérêt assez important sur Sainte-Savine. Le processus a respecté les exigences réglementaires et poursuivra son calendrier prévisionnel en vue de l'élaboration finale du PLU. C'est ce qui avait été mis. Ce bilan reflète un processus structuré avec une mobilisation citoyenne restreinte. Ainsi, mes chers collègues, il vous est donc proposé d'approuver le bilan de la concertation présenté et d'arrêter le projet de révision du plan local d'urbanisme tel qu'il est annexé à la précédente délibération. Des remarques ? Monsieur Moser. Pas des remarques sur le PLU, il serait un peu tard. Non, mais je dois dire que, étant membre de la commission, il y a eu un travail, un gros travail qui a été fait pour le PLU, pour le nouveau PLU. Un travail sérieux, détaillé, assez long. Je dois dire que le cabinet qui a été maître d'œuvre de ça me semble être un cabinet sérieux, puisqu'on est parti d'une analyse historique de Sainte-Savine pour arriver au PLU qui va quand même déterminer l'urbanisme pour les années à venir. Et voilà, je voulais dire que c'était un gros travail et que c'est un travail qui a été mené rondement. Voilà, c'est positif. Parce que j'ai vu maintenant le dossier, parce qu'il nous prend beaucoup de place sur la tablette. C'est un énorme dossier. En plus, sa présentation, elle est assez aérée, elle est très lisible et tout. Et c'est vraiment un dossier complet, de chez complet. Donc je pense qu'avec ça, on pourra aussi faire partie du PLUI avec un document de base sérieux et qui permettra éventuellement de garder un petit peu l'autonomie de la commune pour un certain nombre de décisions. Et la deuxième remarque que je voudrais faire aussi, c'est que j'attends bien sûr impatiemment l'élaboration du SPR, site patrimonial remarquable qui va succéder à la VAP, puisque c'est un élément important pour l'identité de la commune dans les années qui viennent. Donc je sais qu'il faut encore du temps. J'espère que les architectes des bâtiments de France et les instances qui ensuite valident ce genre de documents
ne seront pas aussi lentes que souvent, quoi. Voilà les remarques que je voulais faire. La première phase, effectivement, avec l'adoption du PLU, après sous réserve du vote, voilà, est faite, mais effectivement, il reste encore du chemin sur d'autres chantiers, que ce soit le RLP et puis aussi le SPA. D'autres remarques? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Pardon. Est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, toujours dans la question de l'urbanisme, avec le plan local d'urbanisme intercommunal, avec le transfert de compétences à TCM, Madame Thiédrez. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, l'exercice de la compétence en matière de plan local d'urbanisme, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale est obligatoire pour les communautés d'agglomération. Toutefois, la loi ALUR prévoit des dispositions particulières permettant à une minorité de communes membres d'une communauté d'agglomération de s'opposer, dans un délai déterminé, au transfert de cette dernière de la compétence plan local d'urbanisation, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale prévue par la loi. Pour rappel, les communes membres de Troyes Champagne Métropole s'étaient majoritairement prononcées contre ce transfert automatique en 2017 puis en 2021. Néanmoins, la loi ALUR prévoit qu'entre chaque période de transfert automatique, le transfert peut se faire de manière volontaire. Ainsi, après l'approbation du projet de territoire en juillet 2022, les échanges ont repris entre la communauté d'agglomération et ses communes membres afin de définir collectivement les conditions dans lesquelles pourrait se faire ce transfert de compétences. La charte de gouvernance, si annexée, fixe les engagements de Troyes Champagne Métropole appliquera dans l'exercice de la compétence plan local d'urbanisation, de documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. C'est dans ce contexte que Troyes Champagne Métropole a approuvé par délibération du 20 septembre 2024 la prise de compétences en matière de plan local d'urbanisme, documents d'urbanisme en tenant lieu ou de carte communale. Les communes membres disposent d'un délai de 3 mois pour s'y opposer dans les conditions prévues à l'article 136 de la loi ALUR. À défaut, la prise de compétence sera effective à l'issue de ce délai et emportera l'exercice du droit de préemption urbain, DPU, sur le territoire communautaire. Étant entendu qu'une délégation est possible dans les conditions définies par la loi sur demande des communes membres. À noter que si au moins 25% des communes représentant au moins 20% de la population s'y opposent, ce transfert de compétences n'a pas lieu. Les compétences transférées en même temps que celles relatives au PLU intercommunal sont l'exercice du droit de préemption urbain, le règlement local de publicité, les sites patrimoniaux remarquables et les projets urbains partenariaux. À noter que pour ce qui concerne les démarches engagées par les communes et non achevées au moment du transfert, il est convenu que les communes restent les copilotes aux côtés de TCM de la réflexion qu'elles ont engagée. Les chargés de mission planification de TCM se chargeront de la gestion administrative et financière du marché public conclu par le prestataire de la commune. TCM délibérant sur la base de la délibération du conseil municipal portant approbation du document d'urbanisme. Voilà. Après avoir délibéré, le conseil municipal décide d'approuver le transfert de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale à Troyes Champagne Métropole, d'approuver la charte de gouvernance si annexée et de contribuer à sa mise en œuvre après transfert de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisation en tenant lieu et carte communale à Troyes Champagne Métropole, de prendre acte que l'élaboration et l'approbation de ce plan d'urbanisme intercommunal feront l'objet de délibérations ultérieures, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document afférent, premier choix, ou de s'opposer au transfert de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale à Troyes Champagne Métropole, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte et tout document afférent, ou, troisième choix, ne se prononce pas sur le transfert de la compétence plan local d'urbanisme, document d'urbanisme en tenant lieu ou carte communale à Troyes Champagne Métropole, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout acte ou tout document afférent. Merci. Des remarques sur ce rapport?
Alors, peut-être un petit élément de préambule, ça avait fait l'objet de plusieurs discussions, de plusieurs présentations sur lesquelles effectivement on avait tous des positionnements et des questionnements sur la perte quelque part de compétences de la commune demain dans l'inscription d'un schéma intercommunal. L'avantage, c'est qu'on vient d'acter ce soir, nous, la révision du PLU, donc en fait on sécurise, nous en tout cas, notre vision. L'ensemble des communes qui étaient un petit peu réticentes a été quelque part entendu dans la mesure, en fait, il y a une charte de gouvernance du PLUI qui a pu être mise en place avec notamment la question du droit de veto, la question de maintenir la souveraineté, enfin en tout cas le poids de la commune dans les différentes décisions. Pour autant, ça voudra dire aussi que les uns et les autres, en tout cas celles et ceux qui contribueront aux travaux du PLUI, devront vraiment suivre les travaux, notamment dans le cadre du PADD. C'est l'élément et le document très structurant du futur PLUI. L'adoption du PLUI, ça ne sera pas demain. Parce que là, c'est la proposition du transfert de compétences. Et l'adoption du futur PLUI, je pense que c'est pas avant 2-3 ans. Enfin voilà, il y a un petit peu un petit laps de temps qui va s'écouler avant l'adoption du PLUI, avec à mon sens de vrais enjeux sur la question du partage de schémas directeurs, en tout cas de vision de l'ensemble du territoire. C'est-à-dire qu'on est maintenant dans une agglomération qui fait 81 communes, avec des enjeux propres à chacune des communes. Et donc l'enjeu vraiment du PADD, c'est vraiment de partager ces éléments et puis d'avoir une vision plus globale, puisqu'on était chacun à l'échelle de sa commune, mais que quelquefois aussi on a des projets qui peuvent impacter la commune voisine. On a aussi des communes qui n'ont pas de document d'urbanisme, comme ça a été présenté dans le rapport. Typiquement, Montceau-les-Vosges n'a pas de document d'urbanisme, et donc ça va apporter une forme d'appui, en tout cas d'avantage à un certain nombre de communes, notamment celles qui n'ont pas de document d'urbanisme. Donc voilà, c'était aussi pour recontextualiser avec une charte qui nous permettra, en tout cas une charte de gouvernance qui a été adoptée et qui est aussi sécurisée, puisque de mémoire, il faut, je crois, 2/3 des communes pour une révision en tout cas pour faire fi de la charte. Donc voilà, on a pu, nous et puis un certain nombre de communes, peser sur la gouvernance globale du futur PLUI et de préserver aussi la vision propre à notre commune, quand bien même on va essayer de réfléchir à un horizon un petit peu plus large. Voilà. Monsieur Moser. Oui, pour compléter, puisque je suis à TCM, j'entends les deux pôles. Alors, quand on parle d'un PLUI d'une agglomération, nous, c'est un PLUI qui est d'une communauté d'agglomération qui, en fait, comporte pas mal aussi de parties rurales. On n'est pas une grande ville, une grosse ville avec des quartiers et quelques abords. Et donc, le gros travail qui va devoir se faire dans l'esprit de la charte, justement, à TCM, et ça va être difficile, ça va être à la fois de bien installer la vision globale et tout ce qui est structurant du point de vue de la communauté d'agglo, des 81 communes, et en même temps de permettre quand même de respecter les spécificités de chaque commune. Donc entre la ville de Troyes, ses 65 000 habitants et son contexte local, et puis un village à 40 km d'ici, vous imaginez qu'il y a des enjeux qui n'ont pas la même dimension, mais surtout qui n'ont pas du tout le même sens. Donc ça va être ça, moi, la grosse difficulté. Et ça va être quand même une machine à vapeur, mais pour Sainte-Savine, on est bien placé, puisqu'on est une ville, et qu'on est dans l'agglo réellement. Ça sera sûrement moins compliqué que pour certains projets ou décisions, etc., de bourgs ou de villages plus éloignés. Donc voilà ce qui fait un peu le côté, la complexité du PLUI de l'agglomération troyenne, entre guillemets. Voilà, c'est un petit peu ça l'enjeu maintenant. Si adoption, voilà, il y a la question. En fait, après le gros travail, ça va être le PADD, donc ça veut dire que de vraiment être présent dans cette phase de travaux, puisque c'est vraiment les documents et le document structurant.
Et puis on l'a vu aussi, c'est que même si nous communes, on réfléchit à notre périmètre, alors nous c'est effectivement pas la même problématique que dans le milieu rural, mais voilà, comme je l'évoquais, c'est quelquefois des choix d'une commune peuvent avoir un impact sur la commune voisine. On le voit notamment, alors c'est sur une autre thématique, mais notamment sur la question des énergies renouvelables. Voilà, on a des fois des choses et des visions qui étaient propres à une commune, mais finalement qui impactaient plus la commune voisine que la commune d'accueil. Donc c'est aussi pour ça que c'est important d'avoir une forme de vision globale de l'aménagement et du territoire de Trois-Champagne Métropole. Voilà. D'autres questionnements? Non? Je vais parler tout. Oui, monsieur Bernier. Alors, je fais partie de ceux qui n'étaient pas forcément pour le PLUI et plutôt contre. Je suis pas plus favorable. Après, je pense pas m'opposer. On fait partie des communes qui étaient chiantes, voire très chiantes, et qui ont permis d'aboutir du coup à la charte de gouvernance avec le droit de veto. Et ouais, ça c'est plutôt mieux. Et la garantie aussi de ne pas pouvoir toucher aussi à la charte de gouvernance s'il n'y a pas plus de 3/4 des communes qui le souhaitent. Parce qu'on ne sait pas qui seront les élus du conseil communautaire en 2026. Pas plus que le président, parce que le président il est élu par des élus qu'on ne connaît encore pas, dont on ne connaît encore pas le nom aujourd'hui en 2024. Notre chance, c'est en tout cas d'avoir sécurisé le PLU et de sécuriser un peu notre territoire. Il est quasiment plus urbanisable, sinon sur la zone économique, donc c'est plutôt quand même sécurisant de ce point de vue-là. On a préservé tout le cœur de ville qui forge quand même un peu l'identité de Sainte-Savine. Dans ce côté-là, c'est quand même plutôt protégé. On a déposé un dossier Action Cœur de Ville qui permet aussi de préserver le commerce de proximité, l'artère, etc. On est assez chiant pour faire en sorte que l'avenue Gallieni se développe avec une voie de mobilité douce qui sont en fait des schémas directeurs communautaires en fait. Il n'y a pas que nous, parce qu'on peut toujours décider que l'agglo c'est seulement bien quand il faut leur faire les poches et obtenir ce qu'on veut avec la requalification de l'avenue Gallieni et puis sa fameuse piste cyclable, mais il n'y a pas que nous en fait. Il y a les communes d'alentour. Et là où c'est intéressant, c'est pas tant je suis un peu dubitatif sur le PLU, parce que quand on partage pas tous en fait la même vision, et c'est un peu la copro, c'est-à-dire qu'on va pas citer de nom de communes voilà, pour pas se fâcher avec eux, mais on se rend compte qu'on n'a pas tous la même vision. On est plutôt nous à préempter des parcelles pour préserver par exemple les Viennes, pour pas que ça se construise autour, etc. Et certaines villes sont dans une autre stratégie à gagner toujours plus d'habitants. Pourquoi pas ? Il faut juste faire gaffe parce qu'en fait avec le PLUI, c'est si par exemple on décide à un endroit de développer de l'habitat, c'est quid en fait des services à la population. Parce que si on imposait par exemple à Sainte-Savine de développer par exemple 300 ou 400 habitants en plus, et qui va construire les écoles, qui va construire les services et qui va payer en fait à la fin. Donc ça je suis assez méfiant sur ça. Et si on a tous un avis, et surtout s'il est différent des autres, j'ai envie de dire rendez-vous à TSM pour travailler le dossier et surtout convaincre les autres de notre vision. Je pense qu'on n'est pas les seuls, c'est ce que disait Alain Moser, c'est-à-dire qu'il y a le rural, je pense qu'ils n'ont pas tous les mêmes enjeux, ils sont plutôt dans l'attente d'avoir un PLU, plutôt pour construire leur école, rénover leur mairie, etc. Parce que pour eux, ils sont bien emmerdés. Nous, c'est un peu plus simple. Le vrai enjeu, il ne faut pas se cacher, ça va être Troyes et sa grosse couronne, parce que c'est quand même là que le bassin de vie, c'est quand même là que le potentiel foncier, c'est là qu'il y a les transports, etc. Et que le développement et l'organisation, en tout cas de l'espace urbain, en tout cas, va se passer. Donc si on a un avis, moi je fais partie des gens qui ont un avis sur le truc et je serais volontaire en tout cas pour participer au groupe sur TCM pour porter ma vision, faire en sorte qu'il y ait une meilleure peut-être organisation des zones commerciales, parce qu'actuellement j'ai l'impression que tous les 200 mètres il y a soit un Carrefour Market ou soit un Mini Leclerc, et quand il y a un Mini Leclerc il y a un Carrefour, et quand il y a un Carrefour il y a une filiale d'Auchan, quand il y a une filiale d'Auchan, il y a une filiale d'Intermarché, et c'est sans fin. Et tous les 300 mètres, en fait, il y a un commerce. Et ça tue, en fait, le truc, ça dénature le truc, on artificialise les sols, on construit les parkings qui va autour, et ça n'a pas d'intérêt. C'est soit on décide à un endroit précis, comme on le fait sur les zones d'activité, que ce soit à Sainte-Céline ou à la Chapelle, peut-être d'avoir des pôles commerciaux, et puis c'est là que tout se passe, et on arrête de saccager le territoire, parce que ça ressemble plus à rien, c'est pas forcément beau. Ça tue le commerce de proximité, c'est pas forcément en adéquation aussi avec les questions de transport, parce qu'on n'est pas forcément obligé à chaque fois de prendre sa voiture et de prendre la rocade pour aller faire ses courses, on peut aller se faire peut-être
en proximité autrement. Et tout ça, en fait, c'est des questions qui ne peuvent pas se traduire juste dans un conseil municipal à dire on veut ça et c'est bien comme ça. En fait, si on n'infiltre pas la pomme, en fait, pour la croquer de l'intérieur, en fait, on risque pas de la changer. Et en fait, en étant un TCM, et si on arrive à adopter ce truc, ou s'il est adopté en tout cas, on va pouvoir porter en tout cas l'idée qu'on se fait de la commune et de l'organisation des espaces en fait à TCM, et on pourra peut-être changer les choses de l'intérieur et emmener aussi d'autres communes, y compris de l'agglo, parce que c'est quand même là que ça va la grosse couronne de Troyes que ça va se passer, pour faire en sorte que ça soit pas totalement décousu et qu'on puisse porter en tout cas nos idées auprès des collègues et des voisins. Sachant qu'il y aura quand même en fait une mise en place de sectorisation en fait avec aussi des zones qui seront identifiées par rapport à des problématiques et des enjeux. C'est-à-dire qu'en fait effectivement on a la ville-préfecture et puis les villes périphériques qui constituent le cœur de l'agglomération, mais après il y a des zones et des secteurs qui seront aussi identifiés avec des problématiques sur la question des fois de la densification de l'habitat, etc. Sachant qu'aussi le PLUI s'inscrit dans des schémas directeurs. Parce qu'on a quand même le STRADET, le document régional, et puis il faudra qu'aussi ça soit conforme au SCOT. Et puis il y aura l'échelon du PLUI qui viendra s'intercaler entre le SCOT et puis nos PLUI. Justement, par rapport au problème de l'implantation des commerces, après les excès que tu viens d'évoquer, le SCOT a quand même maintenant une position qui est un peu plus ferme sur les grandes surfaces ou les moyennes surfaces. Et je pense que là, on devrait être plus tranquille pour les années qui viennent. Parce qu'il n'est plus question, l'agglo est saturé. Donc je pense que ça devrait quand même maintenant être plus maîtrisé tout ça. Donc ça me rassure un peu. D'autres remarques? Oui, Bastien. Oui, je rejoins Romain sur le fait que si transfert il y a, on verra à l'issue du vote et puis ceux des autres communes de TCM, il faudra qu'on soit présent dans les pourparlers, le PADD. Et je vois ça aussi sur un sujet qui est d'actualité, notamment sur la gestion des gens du voyage. Parce que là, en tant que commune, nous, on a une aire d'accueil, mais on a été assez confrontés avec monsieur le maire à la gestion des gens du voyage. Donc, ça sera aussi l'occasion de mettre à l'ensemble de l'échelle de l'agglo, chacun face à ses responsabilités et de redéfinir des zones. Donc, ça peut être une opportunité. Parce que ça, c'est une question qu'on gère. Donc, il n'y a pas que Sainte-Savine qui a une aire d'accueil et des soucis avec les gens du voyage. Mais voilà, ça sera l'occasion peut-être de traiter le problème et d'y réfléchir sur des solutions pérennes. Alors, il y a les aires d'accueil légales et puis les installations illégales. Donc, là, ce qui nous pose problème, c'est plutôt l'installation illégale. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Trois abstentions. Adopté à la majorité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 6, avec les puces saviniennes, redevance pour la vente de produits de bouche, Monsieur Blanchot. Merci monsieur le maire, un sujet un peu plus léger. Mes chers collègues, les puces saviniennes, marché de brocanteurs et de professionnels d'articles vintage organisés par la ville dans le cadre des fêtes de fin d'année ont eu lieu le dimanche 8 décembre 2024 à l'Art Déco. À cette occasion, des commerçants saviniens ont tenu sur place tout au long de la journée la vente de boissons et petites restaurations. Il est proposé d'instaurer un tarif unique de redevance à hauteur de 40 € qui sera appliqué à chaque commerçant de bouche présent lors de l'événement. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'accepter le tarif de redevance de 40 € pour la vente de boissons et de restauration lors des puces saviniennes, de dire que ces tarifs sont applicables à l'occasion de l'édition 2024 de l'événement. Événement qui a eu lieu, donc avec bel événement. Enfin, après, l'idée, c'est aussi de renouveler, puisque là, c'était quand même la 3e édition. Et là, a priori, plus de 1600 visiteurs, donc finalement, un très bel événement. Donc, a pu animé, en fait, c'était des puces de Noël, enfin plus de marché de Noël, mais en tout cas ça permet de faire un événement avec beaucoup de passages et puis une belle offre de cadeaux vintage et intéressante et à tous les prix. Oui, remarque. Oui. Cette délibération concerne une manifestation qui a déjà eu lieu, donc c'est donc une délibération de régularisation ou alors la réparation d'un oubli. Non, en fait, il y avait
Oui, c'est bien de la régularisation. Il y avait un tarif qui avait été déjà adopté en conseil municipal sur les exposants, donc qui était de 25 € le stand. Et là, c'est vrai qu'il n'y avait pas de tarif restauration. Donc, on a instauré une tarification un peu plus onéreuse, on va dire, au vu du succès de l'événement grandissant aussi. Donc voilà. Donc on a des recettes supplémentaires, on va dire. D'autres remarques? Non? Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y avait des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport numéro 7 avec budget principal et dispositions budgétaires applicables avant le vote du budget primitif 2025. Monsieur Bernier. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, Monsieur le maire rappelle au conseil municipal, conformément à l'article L. 1612.1 du Code général des collectivités territoriales, que lorsque le budget d'une commune n'est pas adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif est en droit, jusqu'à l'adoption de ce budget, de mettre en recouvrement les recettes et d'engager, de liquider et de mandater les dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de celles inscrites au budget de l'année précédente. En outre, l'exécutif peut, sur autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider, mandater les dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc, il est proposé donc le montant maximum qui sera possible d'engager avant le vote du budget primitif de l'année prochaine, donc en 2025, de le porter à 1 415 346,09 €, soit 25% des crédits d'investissement votés à l'exercice de l'année précédente, donc de l'année en cours, donc de 2024. Donc aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'autoriser avant le vote du budget primitif et au titre de l'exercice 2025, l'engagement, la liquidation, le mandatement des dépenses d'investissement dans la limite des crédits, donc 25% hors remboursement de la dette, conformément au tableau qui vous est joint. Merci. Des remarques sur ce rapport? Moi, on le voit tous les ans. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, concernant le rapport numéro 8, on vous propose, enfin, en tout cas, je vous propose de le retirer, puisqu'en fait, c'était la question de la TLPE. Et comme on appliquait le tarif majoré, qu'il y a eu un oubli de codification dans la loi de finances 2024, qui devait être rectifié dans la loi de finances 2025, et qu'on attend toujours, voilà, donc on verra. Voilà. Quand ça sera rectifié. Rapport numéro 9, donc tableau des emplois avec la mise à jour du tableau des effectifs. Monsieur Bernier. Monsieur Huard, pardon. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il appartient au conseil municipal de fixer l'effectif des emplois nécessaires au fonctionnement des services. Il convient donc de procéder aux actualisations suivantes du tableau des emplois. La création d'un emploi de responsable propreté voirie à temps complet à compter du 20 décembre 2024. La modification d'un emploi d'assistant finance à temps complet à compter du 20 décembre 2024 pour le faire évoluer vers un emploi d'agent de cohésion urbaine. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter la proposition du maire, d'inscrire au budget les crédits correspondants, de modifier le tableau des emplois tenant compte des modifications ci-dessus. Merci. Des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Et donc, rapport suivant, rapport numéro 10 avec budget principal avec la DM numéro 2 2024. Monsieur Bernier. Merci, monsieur le maire. Alors, il y a deux changements par rapport à ce que vous avez reçu dans la convocation. Le premier changement, c'est le maire qui a pris les services et certains élus entre quatre yeux. Et le deuxième, c'est la conséquence du premier, qui nous amène à avoir la décision modificative telle que vous avez sur table. Il y a une première demande qui concerne en fait un abondement du budget du chapitre 012 à hauteur de 142 000 € qui concerne les charges de personnel. Donc vous avez le détail qui est juste à côté dans les observations. Donc ça concerne principalement en fait un abondement pour couvrir les frais qui correspondent au compte épargne-temps, à nos cotisations CNAS et à l'évolution de certaines situations individuelles d'agents. Notamment, il y avait eu des sous-évaluations de ce qu'on aurait dû payer, donc ce qui nécessite de réajuster
le chapitre 012 à hauteur de 142 000 euros. Initialement, dans la délibération que vous avez reçue à la convocation, il était prévu un abondement beaucoup plus qui était de 170 000 euros. Donc les calculs ont été refaits, on est redescendu à 142 000 euros. Et là où le maire du coup, nous a redemandé de retravailler la copie, c'est qu'il était prévu initialement de ponctionner dans l'excédent d'investissement pour couvrir du coup cette dépense. On a retravaillé autrement. En gros, on a été faire les poches des services qui avaient soit été économes ou n'avaient pas dépensé en fait tout leur budget. Notamment sur la partie combustible. Donc il y avait une surévaluation à la fois des consommations et puis le plan de sobriété qui a porté ses fruits, parce qu'on a pu du coup raboter le budget de 36 000 euros. On avait également les consommations d'eau qui avaient été surévaluées et puis une consommation qui avait été maîtrisée, donc qui nous permet aussi de récupérer 9 000 euros. Fourniture d'entretien, on a récupéré 10 000 euros. Petit équipement, on a récupéré 35 000 euros. Et puis l'entretien, réparation des bâtiments, 10 000 euros. Donc on arrive à un total de 100 000 euros qu'on a récupéré au chapitre 011, donc dans les charges à caractère général. On a réévalué aussi à la baisse les charges financières qui correspondent notamment au remboursement de la dette qui est moindre, donc c'est une bonne chose pour nous. On a pu récupérer aussi de 12 000 euros. Et puis on a eu des recettes supplémentaires qui n'étaient pas forcément prévues, qui sont une bonne chose, de 30 000 euros supplémentaires. Très certainement un petit peu plus, mais restons prudents, donc 30 000 euros qui sont des prestations de services de la caisse d'allocation familiale. Donc sans être grand comptable, on arrive facilement à compter. Donc si on récupère les 100 000 euros des charges à caractère général, qu'on les additionne aux 12 000 euros qu'on récupère sur les charges financières et qu'on les additionne aux 30 000 euros de recettes supplémentaires de la CAF, on arrive bien à 142 000 euros, ce qui nous permet d'équilibrer le budget et de rabonder de 142 000 euros le chapitre 012 sans toucher du coup à la virement à la section de fonctionnement et de ne pas toucher à notre épargne. Il faut que je prononce la formule magique avec je vous autorisant monsieur le maire. Je ne l'ai pas sous les yeux, elle ne m'est pas donnée. Donc on propose d'autoriser le maire à... J'ai pas la délibération, je suis perdu. J'ai pas le détail de la formule. En tout cas, c'est d'autoriser le maire à voter le budget et la modification telle qu'elle est présentée et à signer toutes pièces utiles. Je pense n'avoir rien oublié. C'est pas mal. Ah, c'est beau. Merci. Des remarques sur ce rapport, Monsieur Boser? Oui, sur la délibération en elle-même, le principe de l'équilibre et par rapport aux petites modifications, rien à dire. Deux remarques quand même. Je me suis focalisé un petit peu sur le budget de fonctionnement. Il faut être vigilant parce que on est à un budget de fonctionnement qui va dépasser les 15 millions d'euros. Maintenant, bon, il ne reste plus grand-chose à dépenser d'ici la fin de l'année, mais on est à 15 200 000 euros. Ce qui m'a interrogé, c'est que, par comparaison, mais il y a des éléments explicatifs, peut-être pas tous, en 2020, on était à 11 millions d'euros de budget de fonctionnement. C'est-à-dire qu'on a pratiquement pris 1 million d'augmentation du budget de fonctionnement par an en 4 ans et demi, quoi, un petit peu moins d'1 million. Donc c'est quand même quelque chose qui montre que là, on a des chiffres à surveiller. En ce qui me concerne, c'est comme ça que je le traduis. Je pense que cette augmentation du budget de fonctionnement ne va pas être d'1 million par an encore très longtemps. Vous ne pourriez pas tenir. Et à l'intérieur de ce budget de fonctionnement, il y a un autre chiffre intéressant. On en reparlera au moment du budget, etc. Mais par exemple, les charges de personnel cette année, qui sont de 7 46 431 euros, un peu plus de 7 millions d'euros, équivalent presque au montant total de la fiscalité locale, c'est-à-dire des impôts, qui est à 7 241 000. Il y a un décalage encore de 200 000. Donc c'est pour ça que les postes qui ont été créés, on sait que c'est de l'interne finalement, mais c'est quand même, on arrive aussi à des charges salariales, etc., des charges de personnel qui ont une importance considérable.
dans le contexte actuel et dans le contexte à venir, parce qu'on est loin d'être sorti de l'auberge, je pense que les investissements vont peut-être être à surveiller, à revoir, à prioriser, etc. Voilà ce que je voulais vous dire, même si on n'est pas proprement parlé sur un débat sur le budget. Voilà. En ce qui concerne les DBM elles-mêmes, bon, c'est normal de les faire. Voilà. C'est tout. Oui, juste une précision sur les 15 millions, en fait, quand vous regardez bien, il y a le total des dépenses de gestion courante, mais en fait, vous avez les 3 millions. Vous avez 3 millions, en fait, qui sont rebasculés, en fait, de transfert à la section d'investissement. En fait, c'est-à-dire que nos propres économies, on les inclut, en fait, et on les additionne, en fait, à nos charges générales. Donc, ce qui fait, en gros, vous avez vraiment 11 millions, là, dans la modification, 11 389 000. Vous avez les charges financières, les charges exceptionnelles, mais en fait, les 3 millions, c'est c'est ce qu'on reverse, en fait, c'est nos propres économies qu'on rebascule dans l'investissement. Donc ça s'ajoute, mais c'est l'argent qu'on a en poche. Mais si vous voulez, les 3 millions, en fait, ça va directement dans l'investissement. Si vous tournez la page, vous l'avez derrière, en fait. C'est excellent. C'est de l'excédent, c'est ce que je disais en fait. C'est pour ça, initialement on devait prendre dedans et on ne le prend pas. C'est-à-dire c'est un peu notre petit tas de noisettes. Sur les charges de personnel, on l'a vu la dernière fois quand on avait déjà présenté le budget, quand vous avez le gouvernement qui décide de manière salutaire d'augmenter de 4% le point d'indice, c'est tout de suite, c'est presque 200 000 € de charges en plus qu'on ne maîtrise pas. Donc on a beau être le meilleur gestionnaire possible ou visionnaire, si le gouvernement ou l'État nous impose change les règles du jeu en cours de match, ça s'impose un petit peu à tous. Je regarde Patricia, du coup, elle a eu le même souci sur le CCS. On a augmenté on a quasiment, alors il n'y a pas que les charges de personnel, on a quasiment doublé la subvention au CCS. Quand vous avez des situations individuelles que vous ne maîtrisez pas, parce que vous ne maîtrisez pas la maladie, vous ne pouvez pas programmer la maladie des agents, on ne peut pas leur en vouloir d'être malade et qu'il faut malgré tout rendre service, faire le service public. Soit on le fait en mode dégradé, soit on l'adapte, etc. On est bien obligé de recruter et on a même été obligé de faire une rallonge aussi au CCS en cours d'année. Ça ne veut pas dire qu'on gère mal, ça ne veut pas dire qu'on est des mauvais gestionnaires, qu'on a des mauvais calculs, mais il y a ce qu'on écrit dans les tableaux, il y a ce qu'on prévoit, il y a la vraie vie. On l'a vu en commission sur les charges de personnel, il y a déjà des situations, notamment avec les protocoles transactionnels, qui permettent de réduire, quand on a vraiment des situations complexes, qui permettent de solder des fois des situations qui fait qu'on est obligé d'indemniser ou d'avoir à charge en fait, des agents soit qui ne travaillent pas ou dont on le sait qu'ils ne reviendront jamais. C'est plus simple de solder en fait, des situations et de s'accorder sur un protocole transactionnel, et ça permet de soulager en tout cas les charges RH qui sont importantes. Là, j'ai refait le calcul, on est à 62,5. Je sais que M. Marondet aimait beaucoup utiliser les moyennes et les strates. Et il avait raison, mais on est à 62,5% de charges de personnel si on se rapporte 11 389 de charges à caractère général. Donc c'est important, il faut les surveiller, il faut faire gaffe, parce que c'est des charges qui sont fixes, qui sont pérennes, et puis qui évoluent et qui ne font que grimper, avec les évolutions de carrière, avec la revalorisation du SMIC, avec tout un tas de choses. Mais il n'y a pas, quand on rend les services et qu'on a des situations individuelles et des cas d'arrêt maladie, etc., et qu'on est bien obligé de rendre service, d'accueillir les enfants, de les accueillir dans des conditions optimales, d'avoir un minimum des fois d'encadrement pour un nombre d'enfants, de tout un tas de choses, de continuer d'entretenir la voirie, etc. Il faut un petit peu de ressources. On ne peut pas tout externaliser. L'externalisation, des fois, ça nous coûte plus cher qu'en fait en ressources humaines. Donc, il faut presque regarder en fait tout ce qu'on fait et tout ce qui est rendu en fait en service, et puis voir là où il y a un petit peu de mou à gagner, de coups de rabot éventuellement à mettre, là en tout cas on peut mettre. Ah, il était vert clignotant, ça m'a inquiété. Non, j'ai pas dit que vous étiez des mauvais gestionnaires. C'est pas ça, mais simplement ça montre aussi la vigilance qu'il faut avoir en termes de charges de personnel. C'est vrai que vous avez aussi procédé à un certain nombre de recrutements, de postes nouveaux, etc. Je pense que vous arrivez quand même maintenant à la taille pertinente, j'espère, parce qu'effectivement ça va peser. Donc mon propos n'est pas seulement sur la masse salariale. C'est vrai qu'on était déjà sensible au précédent mandat. Je comprends les besoins et l'évolution des besoins en termes de personnel et de compétences.
Simplement, là, vous devriez arriver maintenant à un équilibre. Bon, alors parmi les autres charges, notamment toutes les évolutions de tarifs, etc., on n'est pas sorti, à mon avis, d'inflation. La seule bonne nouvelle, c'est qu'apparemment, le contrat de gaz est moins 20% par rapport au précédent contrat. Enfin, le prix du gaz a baissé de moins 20%. Électricité aussi. C'est l'électricité, malheureusement. Alors, c'est bien l'électricité, mais on est plus gros consommateur de gaz, nous. C'est pas le gaz qui a baissé aussi? Le gaz a baissé aussi. A baissé un petit peu, mais moins que l'électricité. Enfin, bon, voilà. Mon propos, c'était de vous alerter là-dessus. C'est tout. Non, vous faites bien. C'est vrai qu'on a subi déjà la question de la hausse du point d'indice. Globalement, c'est 400 000 €. Voilà. On a la question aussi, il faut être transparent, et c'est ce qu'on voit aussi globalement dans toutes les collectivités, puis même dans le privé, c'est la question de la sinistralité, donc avec des fois des arrêts maladie plus conséquents qu'il n'y avait précédemment. Donc ça aussi, c'est un impact financier. C'est vrai que c'est le fonctionnement même des collectivités, c'est que nous, on a 100% ou à moitié charge du salaire à verser lors d'arrêt. Donc c'est vraiment impactant directement pour les collectivités. Et je pense que là-dessus, on aurait quand même peut-être des leviers à activer, mais pas nous au niveau commune, mais voilà, peut-être en faisant évoluer le statut, en tout cas le régime de financement, en tout cas des arrêts. Il faudra sans doute s'attendre éventuellement à une hausse l'année prochaine, puisqu'on a dans la loi de finances qui était proposée, c'était la hausse cotisation retraite. Donc on subit aussi beaucoup de hausses imposées. Et puis cette année aussi, notamment, on avait travaillé sur un CIA, donc voilà, le complément indemnitaire d'activité. Voilà, je l'appelle tout le temps CIA, mais je ne sais même plus ce que veut dire l'acronyme, puisque précédemment il était à 250 €. Et pour motiver les agents dans l'accomplissement de leurs tâches et permettre aussi une motivation, donc on avait porté à un montant maximum. C'est toujours, il faut dire aussi le montant maximum, parce que quand on donne un montant, souvent à un collaborateur, il s'attend à avoir forcément le maximum, sauf que le CIA, c'est lié aussi à l'évaluation. Donc on avait porté le montant à 1200 € pour aussi avoir des éléments aussi de motivation, puisque le statut ne permet pas toujours d'avoir des éléments financiers de motivation. Et donc là, voilà, ça a été mis en place. Donc ça aussi, sur cette année, on a eu cet impact. Mais bien évidemment, on est vigilant là-dessus. On arrive au taquet. Et sachant qu'en fait, on a quand même globalement aussi des postes vacants, des recrutements et plus de volatilité dans les effectifs. Et ça, c'est ce qu'on voit globalement partout dans toutes les collectivités, avec des choses qui n'existaient pas avant Covid. C'est-à-dire globalement beaucoup plus de volatilité dans les effectifs, ce qui peut être bien, mais quelquefois, alors ce qui est bien pour les collaborateurs, c'est souvent quand ils passent d'une collectivité à une autre, c'est le moment où en général on négocie son salaire. Par contre, pour nous, c'est aussi déstabilisant, parce que il faut lancer des processus de recrutement. Et puis, quand vous faites revenir quelqu'un ou quand vous recrutez, maintenant, il y a un effet inflationniste en termes de rémunération. Et puis aussi, il y avait aussi une politique de réévaluation d'un certain nombre de salaires. C'est vrai que dans les collectivités, on n'a pas non plus de très gros salaires. Et donc, c'est vrai qu'on a, post-Covid, beaucoup de personnes, forcément, avec un coût de la vie qui a fortement augmenté, des personnes qui viennent vers nous pour demander des augmentations. On ne peut pas dire oui à tout le monde, il faut être vigilant, mais en même temps, des fois, il y a des rémunérations qui nécessitent quand même une réévaluation. Et voilà, donc il faut trouver effectivement le bon point d'équilibre, et on sait que vous êtes vigilant tout comme nous. S'il n'y a pas d'autres commentaires, je vous propose de passer au vote. Donc, est-ce qu'il y a des votes contre ? Des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Rapport suivant, rapport numéro 11, avec les actions éducatives, mise à jour du règlement de fonctionnement du multi-accueil 1, 2, 3, les petits loups. Madame Martin. Merci, monsieur le maire. Mes chers collègues, il convient de mettre à jour le règlement de fonctionnement régissant la structure multi-accueil 1, 2, 3, les petits loups, suite à l'évolution du fonctionnement de l'établissement. Sa mise à jour a reçu l'avis favorable de la protection maternelle infantile,
PMI en date du 28 octobre 2024 et porte sur la mise à jour de la composition de l'équipe, retrait du médecin, ajout de la référente santé et accueil inclusif, de l'agent d'entretien, de l'agent de restauration et des apprentis, la révision de la procédure des pré-inscriptions, la révision des critères de priorité d'accès à la structure, la mise à jour des coordonnées de la structure, adresse et numéro de téléphone, la mise en place de l'application Kidis, la mise à jour des annexes obligatoires dans le règlement de fonctionnement au nombre de 5, l'ajout de la charte nationale d'accueil du jeune enfant, l'ajout des mesures mises en place en cas de retard répété des familles, la suppression de l'obligation de fournir un certificat médical pour déduction, un email pourra être suffisant au vu du refus des médecins d'en établir, la mise à jour du matériel que les parents doivent fournir, la mise à jour du lait fourni par la structure, la mise à jour de l'organisation des repas lors d'accueil supplémentaires. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'adopter les modifications au règlement de fonctionnement joint en annexe, d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer tout document utile. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité, je vous remercie. Donc, rapport suivant, rapport numéro 12, avec les actions éducatives, avec les subventions classe nature pour l'école maternelle Berniol. Madame Keane. Merci, Monsieur le maire. Mes chers collègues, comme le prévoit la délibération numéro 8 du 30 janvier 2019, les écoles de la ville sont normalement subventionnées à hauteur de 500 € lorsqu'elles organisent une ou plusieurs classes vertes. La municipalité souhaite subventionner à hauteur de 750 € la classe nature à Ménil-Saint-Père au profit de tous les élèves de grande section, classe 3 et 4, de l'école maternelle Raymond Berniol, qui a eu lieu les 18 et 19 avril 2024. Le paiement se réalisera sur présentation des factures. Aussi, mes chers collègues, il vous est proposé d'approuver la subvention exceptionnelle de 750 € en faveur de l'école maternelle Berniol pour l'organisation de sa classe nature à Ménil-Saint-Père, donc qui a eu lieu, vous le voyez, les 18 et 19 avril 2024, et d'autoriser Monsieur le maire à faire les démarches nécessaires et à signer toutes pièces utiles. Merci. Est-ce qu'il y avait des remarques sur ce rapport? Non. Eh bien, je vous propose de passer au vote. Est-ce qu'il y a des votes contre, des abstentions? Adopté à l'unanimité. On n'a pas reçu de questions diverses. Il est 7h55. La séance est close. Juste un petit élément d'information. Donc, pour rappel, les vœux le 10 janvier à 19h à l'Art Déco. Donc, vous êtes bien évidemment toutes et tous invités. Et puis, on avait aussi, on a fait le pot des agents mardi. Il y a un cadeau qui a été remis aux agents. Et pour celles et ceux qui le souhaiteraient, il reste un petit présent. Merci à vous. Et puis, passez de bonnes fêtes, surtout. Merci, monsieur le maire.